Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Bon début d'après-midi. Oh, mes amis, que d'émotions, que d'émotions. J'étais, il y a quelques minutes, prise dans la circulation, pour pas dire le trafic monstre. Fred, t'aurais dû voir ça. Ben oui, tu me disais, Fred t'as presque Bastien, manqué... mesdames et Bonjour. T'as presque manqué le début de l'émission, Isabelle. Ben écoute, j'ai craint vraiment de devoir être obligé de faire ça au téléphone dans les premières minutes parce que c'est le bordel total. Évitez Notre-Dame, les amis, là. Ceux qui doivent aller prendre le tunnel ou aller vers l'est, c'est vraiment un coin à éviter. Et c'est depuis ce matin, parce que quand j'ai quitté ce matin Cube et LCN à 9h, c'était déjà bloqué. La police avait complètement fermé Notre-Dame au coin d'Iberville parce qu'il y avait eu un déversement d'huile. Et là, toujours en ce moment, 4 heures plus tard, 4 heures plus tard, c'est incroyable. Il y a un camion de nettoyage, ils étendent du sable. Sable, tu disais, sur l'huile. Exactement, et là, il n'y a personne qui peut passer là. C'est juste un coin de rue, là, au coin de Pépé l'antiquaire, qui ne doit pas faire des affaires d'or aujourd'hui, pauvre Pépé. Mais c'est pour ça te montrer, là, complètement la rue. C'est pour vous montrer, les amis, puis je pense qu'on pourrait ouvrir les lignes là-dessus, puis le monde aurait tellement d'anecdotes, mais pour vous montrer que dès qu'il arrive un os sur le réseau routier, ça paralyse tout le monde. Hier, c'était l'autre qui frappe le pont. T'sais? 2 en 2, là. Un camion hier qui frappe le pont La Fontaine, ça a paralysé le trafic jusqu'au pont Jacques-Cartier pendant 600 piastres. Ah oui, c'est vrai. Hey, moi, je disais, 620 piastres. Attention, il est neuf, ce tunnel-là. Ouais. Faites attention, on en a besoin. On a tellement travaillé longtemps dessus. Fait des mois, des années qu'on a du trafic la fin de semaine pour essayer de sortir de l'île, de rentrer dans l'île. Puis là, bon, la rue Notre-Dame aussi, on échappe de l'huile. Non, mais c'est parce que ça veut dire que... ça veut dire que le chauffeur du camion, là, il n'a pas remarqué qu'à la hauteur, ça passait pas. Il faisait quoi? Il s'allumait une cigarette, il se curait les ongles, comme ce que j'ai vu. Encore tout à l'heure, un gars dans une petite camionnette. Je me dis, toi, pour moi, tu m'as pas vu. Sous le tunnel Ville-Marie. Incroyable. Moi, je passe beaucoup trop de temps dans la circulation. Là. Je pourrais faire chronique circulation tous les jours. Et puis, il était en train de s'allumer une cigarette. Écoute, je regardais le nombre de secondes où il avait le regard détaché de la route. Dans mon rétroviseur. C'était fascinant. Alors voilà, donc je vous rappelle Notre-Dame qui est bloquée en allant vers l'est. Alors, une situation à éviter. Et il n'y a qu'une longue file de poids lourds. Le nombre de camions qui sont là, ça montre à quel point on est très, très, très dépendant du trafic routier, là, poids lourd, là, pour la livraison des marchandises. Un grain de sable fait paralyser la ville au complet. Ouais, complètement. On vous a parlé hier, évidemment, des gens qui se font évincer, du fait que beaucoup de gens encore ne sont pas au courant de leurs droits et surtout, ça faisait état, une fois de plus, de la grande difficulté qu'on a à se loger, à pouvoir accéder à un logement abordable. Aujourd'hui, on voulait revenir sur la question du marché immobilier parce qu'il y a une nouvelle qui est sortie, comme quoi ça connaît toujours un regain fulgurant. Ça semble pas vouloir s'arrêter, Fred. C'est du jamais vu depuis la pandémie, depuis les 5 dernières années. Sincèrement, là, et c'est toujours, comme on vous le disait la semaine dernière avec Yannick Parent, notre courtier immobilier, qui est lui aussi pogné sur Notre-Dame, mais qui devrait arriver dans les minutes. Par rapport à ça, il y a Claude qui dit à de Rosemère, on n'a pas de contrôleur routier. C'est ça qui arrive. Ben voilà. Voilà. Et voilà Yannick qui arrive juste à temps. Oh mon Dieu, comment ça va? Ça va bien. Je t'entendais en m'en venant. Ah, à vous? Méchant bordel. Salut Fred. Salut Yannick, ça va? Reprends ton souffle. Mais bref, c'est la conversation qu'on a commencée donc, sur le marché immobilier. Veux-tu de l'eau? Veux-tu quelque chose? T'es-tu correct? Ça va très bien, merci. Merci de se déplacer. Toujours un plaisir, mais c'est pour Isabelle. vous dire à quel point on apprécie que nos invités viennent. Moi, j'aime bien quand les gens sont en studio. Évidemment, on a Vimix, on a le téléphone, mais quand les gens sont avec nous en studio, d'abord, pour ceux qui nous regardent à Cube Télé, pas mal plus fun. Magnifique. Voilà. C'est un bel homme, Yannick. Là. Merci beaucoup d'être là, Yannick. Je ne réagirai pas à ce commentaire. Mais donc, tu nous disais que, en gros, là, la semaine dernière, tu nous disais toujours un marché de vendeurs. Le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Ouais. Mais là, on le voit, cette semaine, il y a d'autres chiffres qui sont sortis. Il n'y a jamais eu autant de ventes de maisons qu'en ce moment depuis les dernières années. On bat des records. Tu sais, depuis la pandémie, là, les 3 mois qui viennent de passer, c'est un record. Tu sais, globalement, au Québec au complet, il y a des chiffres qui viennent nous frapper.
Je suis un Rimouskois, je suis un gars du bas du fleuve. Rimouski, par rapport à la même période l'année passée. Je répète, on parle de juillet à septembre 2024 versus 2025. On parle de 24 % au niveau de la hausse des ventes. Le Saguenay, 14 % la grande région de Montréal, 11 % Québec, 8 % au niveau... Tu sais, des hausses partout. Puis l'immeuble à revenus, le 2 à 5 logements, qui est de plus en plus populaire, que les gens convoitent de plus en plus pour plein de raisons, parce que c'est tellement difficile d'accéder au marché. Les gens se disent, écoute, peut-être éventuellement en groupe, ça serait plus facile. Écoute, 24 % d'augmentation. Le segment le plus mal aimé, j'ai pensé à Fred. Les condos. Les condos, c'est pas facile quand même. C'est moins facile. Il y a quand même une petite augmentation, Isabelle, globalement au Québec. On parle de plus 3 % pour la même période, toujours juillet à septembre. Fait que ça continue à augmenter. Par contre, contrairement à toutes les autres catégories, il y a un peu plus d'inscriptions pour la copropriété qu'il y en avait l'année passée. Fait qu'on on vend un peu plus, mais il y a quand même plus d'inscriptions. Pourquoi les gens veulent plus de condos? Le condo, là, on est dans une période charnière actuellement, la copropriété, à cause de la loi 16, entre autres. C'est une réforme majeure. Je dis Fred parce que, tu sais, je sais que Fred, tu veux vendre ton condo avant. Vendre ou louer, là. D'ailleurs, rappelez-moi si vous voulez un petit loft à Griffintown, là, super bien placé, piscine, etc. Oui, c'est un beau secteur, puis c'est un secteur qui est très convoité aussi, mais je vais peut-être te surprendre. Dans un article que j'ai lu récemment, on disait justement Griffintown un peu plus au ralenti. Isabelle, le haut de gamme aussi, région de Montréal, un petit peu plus au ralenti. Donc, c'est des segments de marché. C'est faux de dire que tous les segments de marché explosent au niveau des ventes. Ce qui est le plus populaire présentement, c'est l'unifamilial, OK? Ouais. Dans autrement dit, la braquette de prix pour l'accès à la propriété, premier et deuxième achat, mais la copropriété... C'est quoi la braquette de prix, tu dis alors? On se situe, là, c'est plate à dire, mais on est rendu premier achat, là, c'est entre 550, disons, puis 700 000 $, tout dépendant du secteur où on se trouve dans la grande région de Montréal. Ailleurs au Québec, on parle d'un prix moyen d'environ 500 000 quand même, tu sais, aux alentours entre 460 et 500 000 pour la grande province de Québec. Donc, écoute, mon condo est vraiment moins cher que ça. Là. Je rassure tout le monde. Là. Tu fais bien en parler. Mais tu sais, la copropriété, pourquoi, Isabelle? Parce que maintenant, on le voit, les frais de copropriété pour multiples copropriétés sont en train d'augmenter de façon considérable. À cause des fonds de prévoyance qui doivent être justement remplis. Là. Et voilà, on ne veut plus des petites caisses à moitié vides. Là. Non, c'est ça. On ne veut plus de ça. Puis aussi, rappelons-le, les syndicats ont désormais 3 ans pour s'ajuster à la nouvelle loi. Mais on doit se munir de ce qu'on appelle un carnet d'entretien. On doit avoir une étude du fonds de prévoyance. Autrement dit, on doit prévoir les travaux à faire sur l'immeuble, ce qui est une bonne chose en passant. Il y avait la pensée magique un peu pour les condos, que c'était comme une chambre d'hôtel. Je m'excuse, le condo, c'est une maison. Hein, on doit l'entretenir au même titre qu'une propriété. Donc, puis ton voisin, c'est ton partenaire d'affaires, d'une certaine façon. C'est vrai. Tu sais, on pense jamais à ça. Là. Puis on les connaît pas, nos voisins. Moi, je l'ai vécu, ça. Puis je peux te dire que des fois, tu peux avoir des méchantes surprises. Isabelle, est-ce que toi, tu retourneras en condo? Jamais de la vie. Pourquoi? Ben parce que moi, j'aime bien être autonome. Attire un peu dans ton canot aujourd'hui, Fred. Pas de problème. Moi, je peux aussi répondre que si c'est bien géré, autant le syndicat des propriétés que des fois, il y a des boîtes de gérance. Ben justement, tu te dis, je suis en bateau avec des gens qui connaissent ça. Moi, j'ai été 2 fois en condo dans ma vie, puis les 2 fois, j'avais une totale confiance en les gens qui étaient en place. Puis justement, tu te dis, bon, ben, tu sauves beaucoup de temps si tu sais que la démocratie fonctionne. Mais qu'on les connaît pas, les gens avec qui on va cohabiter. Ben, moi, je suis le gars qui va à chaque rencontre, là, puis qui s'assure que ça fonctionne. La police, Fred Bastien. Oui, je comprends. Oui. J'avais fait mes recherches. Il faudrait faire du date, du condo date. Mais tu peux lire, là, maintenant, avec la nouvelle loi, il y a encore plus d'informations, mais tu peux lire aussi les minutes, voir les procès-verbaux, etc. Ça peut te donner une idée quand même sur de quoi il est question. Mais je reviens donc à ce que tu nous dis, Yannick Parent. La vente des petits immeubles, 2 à 5 logements, c'est ça qui a connu la hausse la plus frappante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un mouvement de gens qui se mettent ensemble. Là, on se dit, OK, on va peut-être essayer de faire de l'achat en gang, en groupe. Des fois, t'as moyen, des fois, c'est pas possible, mais moi, je le vois des plus jeunes, 2, 3 qui se mettent ensemble. Tu vois ça aussi? Je vois ça aussi. Je le vois. Puis c'est une voie d'accès. Hey, écoute, je ne veux pas faire mon gars de stat aujourd'hui, là, mais 41 % des jeunes qui ont accédé à la propriété, ça, j'ai lu ça aujourd'hui, en 2024, ont eu de l'aide ou un don. 41 de leurs parents surtout. Voyons, tabarouette, c'est la moitié, là. Presque la moitié. C'est incroyable. Puis ça aussi, ça met de la pression sur le marché. Si soudainement, il y a des nouveaux fonds qui sont disponibles, ben, ça fait augmenter les prix pour tout le monde. Ça fait augmenter les prix, ça réduit l'offre, puis ça fait en sorte, comme Isabelle, tu mentionnes, c'est qu'on a de plus en plus ces jeunes-là qui disent, écoute, la seule façon d'y arriver, c'est de me mettre avec quelqu'un, avec Fred, avec ma blonde, avec d'autres gens pour être capable d'acheter
un plex, disons-le, c'est ça. Et tu nous amènes un beau témoignage, celui de Mélanie Couture, Yannick, parce que Mélanie voulait acheter une propriété commune avec ses parents. Elle a rencontré plein d'embûches en cours de route. Ça a duré des mois pénibles. Et elle est avec nous. Bonjour, Madame Couture. Bonjour, Mélanie. Bonjour Isabelle, bonjour. Vous cherchiez une propriété, bon, pour vous, votre conjoint, vos 2 enfants et vos parents. Là, on est comme dans le multigénérationnel. C'est comme ça qu'on pourrait appeler votre projet? Oui, ben nous, c'est multigénération. Dans le fond, avec mes parents, ça fait 3, puis les enfants. Oui, exactement. Voilà. Donc, vous avez décidé d'acheter, vous vous êtes dit, la réflexion est partie de comment, là? Du fait de vous tous vous mettre ensemble dans le même pot puis de dire on s'achète un immeuble ensemble. Racontez-moi un peu la genèse de toute cette réflexion, Mélanie. Ben dans le fond, nous, c'est parti. Mes parents, ça fait longtemps qu'ils regardent pour eux. Il y avait des besoins bien précis. En ce moment, ils ont une grande maison avec une très grande, un grand terrain, tout ça, beaucoup d'entretien. Puis ils sont vieillissants, fait qu'ils voulaient avoir quelque chose de plus facile à entretenir, mais ils étaient pas prêts à s'en aller en condo justement, ou aller dans des maisons là pour personnes un peu plus âgées. Fait que nous, ça nous permettait, en étant avec eux, de pouvoir les aider. Mais ils voulaient quand même garder leur chez soi. Fait qu'on voulait pas juste une grande maison où est-ce que tout le monde habite ensemble, mais on voulait aussi avoir une maison où est-ce que eux avaient leur espace, puis nous la nôtre. Puis on voulait aussi garder, mes parents avaient besoin de luminosité, avoir un beau terrain, tout ça. Fait que vivre dans un sous-sol, c'était pas quelque chose qui était intéressant non plus. Puis c'est ça. Puis on a eu différentes embûches là, entre autres trouver l'emplacement. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Faire construire par nous-mêmes, c'est pas facile parce qu'il faut nous trouver un terrain. Les terrains pour des bigénérations comme ça qui seraient côte à côte, il y en a pas. Autour de Montréal, ou très peu, ou très, très cher. Fait que là, on en a trouvé un où est-ce que mes parents étaient au rez-de-chaussée. Puis nous, on est les 2 étages au-dessus. Fait que c'est un duplex qui pourrait servir pour la location. Mais nous, on va l'acheter à 2, dans le fond. Là, mes parents vont avoir leur tiers, puis nous, on va avoir notre 2 tiers. OK, c'est intéressant. Et ça vous permet tous d'accéder à la propriété. Vous aviez déjà une maison, Mélanie? Oui, moi, j'étais déjà propriétaire d'une maison. Mes parents aussi avaient la leur. Ouais. Donc, on a trouvé à mi-chemin là entre les deux pour que les enfants puissent continuer d'aller à l'école aux mêmes endroits, avoir encore des transports, puis qu'eux aient quelque chose de plus petit à entretenir, mais qu'ils soient bien là-bas. Ouais. Là, vous disiez les terrains se font rares, c'est sûr, dans la région de Montréal. Pas sûr qu'il y en ait beaucoup là, pour... il y en a vraiment pas beaucoup, non, Isabelle. Yannick? Il y en a vraiment pas beaucoup. Puis dans le cas... salut Mélanie, ça va bien? Oui, toi. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux autres pour ce projet-là, sa famille. Puis, tu sais, on voulait amoindrir les coûts, on voulait amoindrir l'entretien. Je me souviens de la première rencontre que j'ai eue avec toi, Mélanie. Tu me disais, écoute, Yannick, tu sais, c'est un grand terrain, c'est une grande maison. Là. Puis moi, je comprenais ce que tu me disais. Puis, je comprenais aussi qu'il y avait à un moment donné, il y a des enjeux aussi de prendre le soin du terrain, de soin gérer du tout terrain, ça. d'embarquer là-dedans. Puis, c'est un processus, Isabelle, qui s'est échelonné sur 1 an, leur affaire. Je te disais, Simon, au téléphone aujourd'hui, ça a pris 1 an. Du point 1. On a passé Noël ensemble, moi puis Mélanie puis sa famille. Parce qu'on était... non, je suis très sérieux. Toi, t'es vraiment engagé comme... Moi, je suis engagé en tabarouette, je peux te le dire. Je suis prêt à faire 2 heures de trafic, venir te voir, Isabelle. Oui. Je suis capable de passer Noël avec mes clients, je peux te le dire. Mais écoute, j'ai passé du temps avec eux autres en plein réveillon. Tu te souviens, Mélanie, je t'ai appelé à l'heure de la dinde. Et écoute, aussi, je sais pas, mais je me souviens très bien de cet événement-là. Puis écoute, on a manqué notre coup, ça n'a pas fonctionné. Ah ouais? Ça n'a pas fonctionné. Écoute, écoute, c'est une autre histoire, Isabelle. Il fallait déplacer une maison pour acheter. Donc, vous aviez trouvé un terrain? On avait trouvé un terrain. Ouais. Je vais conseiller mes choses. On avait trouvé un terrain avec une maison qui était à démolir. Et écoute, on a eu tous les enjeux du monde. Mélanie peut en témoigner. Bref, je pense que finalement, je ne suis même pas sûr que la maison en question a été démolie aujourd'hui. Il a fallu trouver un autre... encore là. Parce que je pense qu'on peut... Il faut la déménager. Ça, c'est symptomatique. Il faut la déménager. Elle ne peut pas être démolie. Pourquoi? C'est une maison historique, Mélanie, ou savez-vous? Oui, non, la ville a jugé que c'était pas une maison qui pouvait être démolie. C'est ça. C'est un cas que je porte à votre attention, tout le monde. Il y a des gens qui te regardent, qui t'écoutent, Isabelle, qui vont pouvoir en témoigner aussi. Puis c'est là-dessus, on est en pleine période d'élection. J'imagine que les différents partis vont devoir travailler là-dessus parce que le problème, c'est qu'il y a des maisons qui ne devraient plus être
à des endroits. Là, vous allez dire, les gens qui nous écoutent, c'est le point de vue du courtier qui veut vendre une maison. Non, attendez un instant. Là. Je vous parle d'une maison qui est à démolir, qu'on peut passer le bras au travers. Puis ça fait des mois qu'on essaie, les gens essaient de faire démolir une propriété avec des permis de construction. On n'y arrive pas. Et on se demande après ça, Fred et Isabelle, pourquoi les gens manquent d'emplacement pour un projet. Eux autres avaient la capacité d'acheter, avaient le temps, avaient les gens autour d'eux pour le faire. Et malgré ça, on n'a pas été capable de le faire dans ce cas-là. C'est quelle ville, ça? On peut le dire. On le dit, là. Comment? C'est arrivé dans la municipalité de Carignan. À Carignan? Exactement. Ouais, c'est arrivé à Carignan, c'est difficile de démolir des maisons qui ne tiennent plus debout. Le problème qu'on a, Isabelle, je me prononcerai pas, je peux pas me prononcer directement sur une ville en question, mais je vais me prononcer par contre sur ce que j'entends et ce que je constate dans l'ensemble, et je te dirais que c'est un problème qui n'est pas propre à une ville. C'est un problème qui est propre présentement à une culture, je crois, qui va devoir changer pour qu'on parle de différentes mesures pour aider les gens. Puis il y a des villes, dont Rimouski, j'en parlais tantôt, qui ont commencé à le faire. On parle d'obtention de permis dans des temps records. On prend le taureau par les cornes pour faciliter l'accès aux gens, justement, aux promoteurs. Ouais. C'est pas d'en faire partout, là. La densification à outrance, je suis pas pour ça non plus, mais dans un contexte où on veut créer de l'habitation, il faut faciliter l'accès. Puis c'est ce que Mélanie a vécu, Isabelle. Ouais. Ça a été très difficile. Ça vous a retardé beaucoup, Fred, vas-y. Donc, mais les municipalités sont à blâmer un peu là-dedans. Là. Il y a le fameux phénomène du pas dans ma cour. Là, donc, ça vient des citoyens, les municipalités. Les gens, ils veulent pas qu'on change le parc immobilier assez rapidement. Quand on est déjà installé, on kick l'échelle un peu en se disant, moi, je suis bien, puis les autres s'arrangeront. Malheureusement, ce qu'on voit bien souvent, c'est qu'il y a des règles aussi, puis je comprends qu'il faut qu'il y en ait, mais on a des barrières, puis oui, tu as raison, c'est pas étranger à des barrières qui sont données par les municipalités. Des fois, c'est logique, mais malheureusement, dans certaines villes, parfois, ce n'est pas logique. Ça ne tient pas la route. Je m'excuse, une maison qui est en train de tomber par en avant, puis on vient me dire à moi qu'elle est patrimoniale puis qu'on peut la rénover. Il n'y a personne qui va payer 200 000, 300 000 $ pour rénover cette maison-là. Il va falloir la mettre à terre pour faire d'autres choses. Moi, c'est là que j'ai un problème avec ça, où je me dis, tant que ça ne changera pas, on n'évoluera pas sur la situation. Fait que là, Mélanie, vous vous êtes tournée vers une autre maison, et celle-là aussi est en construction, elle est déjà toute faite? C'est une maison qui est en construction, est en train là, de se faire construire justement, mais c'était avec le même promoteur, mais sur un autre terrain plus grand. Donc, on a dû débourser davantage pour avoir la même maison parce que les autres terrains qui n'avaient pas de maison à démolir, ceux qui étaient disponibles, ils étaient plus chers. Ah ouais. Puis là, on est dans quel prix environ, Mélanie? Autour de 1,3 million. OK, quand même! Wow. Oui, quand même. C'est des chiffres assez élevés. C'est aujourd'hui, puis ça, c'est une autre affaire, c'est qu'on dit de regrouper. Puis je parlais d'obstacles à cette démarche-là, Isabelle. Le coût en est un. Ouais. Le coût en est un parce qu'encore là aussi, il y a eu d'autres embûches dans le cas à la famille à Mélanie. Maintenant, on s'est heurté. Tu te souviens, Mélanie, tout d'un coup, il y a eu une hausse de taxes. On est en plein projet. Là, il y a une taxe supplémentaire qui s'ajoute et non pas du promoteur. C'est une nouvelle taxe qui venait de s'ajouter dans tout le consensus. Au-delà de la taxe de bienvenue. Ah oui, c'était en pleine construction. Puis les gens qui se font construire neufs, il ne faut pas qu'ils oublient. Ils ont un 15 %, ils ont des 15 TPS, TVQ, à payer aussi sur ces constructions-là. Donc, encore là, c'est à évaluer dans un projet comme ça avant de se lancer aussi, là, tu sais. Fait que eux l'ont fait. On vient de le faire au complet, le processus, avec 2 maisons vendues, regrouper ça sous le même toit, mais c'est pas une mince affaire non plus. Wow. Mélanie, en tous les cas, donc là, vous déménagez quand? Là, c'est-tu signé, là, ce contrat-là? C'est fait, là? Tout est signé. Tout est signé, c'est financé. Mais on n'est pas allé chez le notaire. On n'est pas encore allé chez le notaire. Vous savez que ce qu'on dit. La date de déménagement n'est pas finale encore. Là, ça s'en devrait être statué cette semaine. OK, mais normalement, vous déménageriez quand? Nous, on envisage le 21 décembre. OK. Ouais. Ouh, mon Dieu. Vous pourrez inviter Yannick, il y aura encore plus de place pour un party. On s'est déjà vu dans le temps des fêtes, de toute façon. Ouais. Merci beaucoup, Mélanie Couture. Merci bien. Bonne chance avec votre projet. Il y a Marcel de Montréal qui dit que dans Rosemont, les Shop Angus, ça se vend en 2 semaines à peine. Là, il y a vraiment un manque sur le marché. Là aussi, j'imagine qu'il y a des familles qui veulent s'établir. Peut-être des condos là, dans ce coin-là. Oui, peut-être, mais je pense qu'il y a aussi des maisons un peu plus familiales dans les Shop Angus aussi. Ouais. Là. On peut trouver ça quand même dans cette région-là. Là. Donc, comme quoi le marché est plus chaud que jamais dans certains endroits. Le segment de marché le plus important à Montréal, puis partout, mais le segment le plus marqué pour la popularité à Montréal, c'est l'unifamilial. Aussitôt que vous parlez d'un unifamilial sous la barre du million,
c'est des visites en queue leu la fin de semaine. Et je regardais les faits saillants, 47 jours en moyenne, ça reste sur le marché au Québec cette année. C'est 9 jours de moins que l'année dernière. 19 jours à Québec. 19 jours à Québec. Qui était au ralenti durant la pandémie. Le pire marché où chercher, là, c'est du Québec? C'est, à mon sens, à moi, c'est probablement le marché le plus difficile. Ouais, hein? Parce que tu as très peu d'offres, puis l'engouement est fou actuellement à Québec. Salutations aux gens de Québec. Ben oui. Je voulais avoir quelques trucs et genre, comment tu finances ça? Parce que ça reste le nerf de la guerre. Hein? Une fois que ton courtier t'a trouvé le spot et tout, il faut que tu passes à la banque. On a Cathy Provost avec nous, elle est courtière hypothécaire chez Multiprêt, habituée à notre émission. Bonjour, Cathy. Bonjour Isabelle, bonjour Yannick. Merci d'être là. Évidemment, là, on vient de parler à Mélanie Couture. 1,3, maison bigénérationnelle. Ses parents vont payer le tiers. Eux, ils payent les 2 tiers. Fait que là, on comprend que l'achat comme ça, en famille, c'est le fun. Ça permet ce genre de moyens. Puis on reste ensemble. Alors, il y a plusieurs avantages. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce que tu vois en ce moment là, en matière d'hypothèque pour accéder à la propriété? C'est quoi les tendances actuelles, Cathy? Mais en fait, les tendances actuellement, les gens vont justement venir acheter avec leurs parents pour, de un, la qualification, parce qu'on le sait, les prix des maisons ont augmenté, ça coûte plus cher acheter une propriété, donc on va voir de plus en plus de bigénération ou de projets d'immeubles à revenus, où est-ce que le parent va venir habiter un des immeubles également. C'est des choses qu'on voyait un peu moins dans le passé, mais maintenant, c'est vraiment un peu plus coutume, puis c'est des produits qui sont quand même niches. Yannick pourra en témoigner. Il y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, Mélanie, par exemple, d'aller vers une autoconstruction pour vraiment avoir la propriété adaptée. On commence à en avoir de plus en plus, d'avoir les parents s'impliquer dans les transactions pour aider les enfants à acheter les propriétés. Ben oui, puis on rappelait tout à l'heure avec Yannick que plus de 40% des jeunes qui ont accédé à la propriété, ils ont eu un don ou une aide financière de leurs parents. Là. C'est ce que tu vois aussi dans les financements. Là. Les parents mettent une partie de la mise de fonds. Ou, comment ça gère d'ailleurs, ça? As-tu des situations à nous raconter? En fait, oui, il va y avoir plusieurs parents qui vont refinancer leur propriété pour venir dégager des fonds pour pouvoir donner aux enfants. C'est chose qu'on voyait moins dans le passé parce que les mises de fonds étaient moins importantes qu'aujourd'hui. Ou la collatérale qu'on va utiliser, où est-ce qu'on va prendre la maison des parents à garantie pour venir acheter la nouvelle propriété. Ça, on le voit de plus en plus. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? Oui, parce que aujourd'hui, avec le prix du marché des maisons, ça devient super difficile pour un premier acheteur de venir acheter une propriété. Donc, indirectement, ce que les clients nous disent, c'est une façon de léguer mon patrimoine actif à mes enfants. Donc, ils sont impliqués dans le projet. Leur enfant va avoir des enfants, fait que les petits-enfants bénéficient. Fait que oui, assurément, ce sont des projets familiaux qu'on voit de plus en plus, puis qui permettent aux gens de venir acheter leur maison de rêve, chose qu'ils pourraient pas faire si les parents n'étaient pas là. Mais mettons, situation hypothétique où là, tu as des parents qui sont prêts à faire ça, à servir de collatéral ou même à servir de leur propre maison, leur propre propriété, qui des fois n'est pas toujours payée. Hein? Ça veut pas dire que tu l'as payé au complet ta maison. À une certaine époque, nos parents, ils payaient leur maison qui avait coûté 29 000 $, probablement. Ouais. Je me souviens du premier duplex que mes parents ont acheté dans les années des années 70. Moins que ça, même des fois, c'est incroyable. Fait que là, c'est sûr que rendu à la retraite, ils l'avaient payé. Mais aujourd'hui, puis là, on va parler des aidants, des proches aidants tout à l'heure à 2h. Je peux vous dire qu'il y en a qui se mettent dans la misère parce qu'ils sont obligés d'aider leurs proches. C'est le lot de plus d'un Québécois sur 5. Alors, il y en a beaucoup, tu sais, que ils n'ont pas les moyens. Bref, leur maison est peut-être pas toujours payée. C'est ça que je veux dire. Mais là, tu te sers quand même de ton équité comme levier. Puis là, là, tu vas donner l'argent. Tu la donnes. C'est comme un don, là. T'sais. Ou alors, tu peux toujours te faire un contrat. C'est un peu ma question. Cathy, est-ce que tu vois des parents qui disent, OK, moi, je veux bien, mais mettons, là, là, ma fille ou mon fils, t'es avec tel conjointe. Là, si vous vous entendez plus, on sait que l'amour dure 3 ans. Si vous entendez plus, mettons, dans 3 ans, puis que vous vendez, qu'est-ce qui arrive? Un don, c'est un don, tu vas me dire, mais tu sais, là, c'est l'autre conjoint qui part avec la moitié de l'héritage des parents. Non. Là, tu fais comme... Non, mais... Ce qui est important, puis on donne le conseil aussi, c'est qu'il faut bien préparer la documentation. Donc, un parent qui lègue un don, nécessairement, la conjointe, si c'est bien documenté et notarié, n'aurait pas accès à ce fameux don-là. Donc, il faut aussi bien conseiller les clients pour pas qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui, c'est que justement, on parlait des CHSLD, c'est que les gens vont vouloir amener
leurs parents dans la maison pour éviter ou du moins reporter cette fameuse étape-là. On dirait qu'on le voyait moins, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, ils sont comme, hey, savez-vous quoi, on va faire un bigénération en bas, on va vendre la propriété et on va mettre le parent pour qu'il puisse venir nous aider puis que nous, on puisse l'aider dans la propriété. Ben, c'est rendu une RPA, c'est 2000 $. Ça te fait 24 000 d'hypothèque quand tu calcules. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Mais tu sais, il faut bien calculer ses affaires. Ouais. Hein, mais les gens, c'est ce que Cathy nous dit. Ben oui, puis c'est un très bon point. Puis il y a des parents qui ont peur d'aider leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin de soins plus tard puis qui disent, effectivement, ça coûte 2000 si j'ai des opérations à avoir, etc. Ils se disent, est-ce que je dois garder cet argent-là aussi pour moi? Donc, c'est là où tu rappelles à tes enfants que tu as été un parent généreux puis qu'éventuellement, leur tour va venir. Oui, c'est ça. Faut qu'ils gardent la mémoire. Moi, je dis des fois à mes filles, bon, écoute, plus tard, j'ai mangé de la soupe chez vous, être mal pris. Ben oui, ils me disent, ben oui, maman, ça nous fera plaisir. En plus, ils cuisinent bien tes filles. Là, tu vas manger de la bonne soupe. C'est toujours meilleur quand mais ça y a vient aussi... Vas-y, Cathy. En fait, souvent, les parents aussi vont être inquiets, ils vont avoir beaucoup de questions. Donc, oui, ils sont partants, mais ils veulent comprendre la nature de la transaction. Donc, qu'est-ce que ça l'implique? Fait que c'est là notre rôle de super important de bien communiquer toutes les informations pour que tout le monde soit en connaissance de cause puis qu'on n'arrive pas au notaire où est-ce qu'on a des surprises puis je savais pas tel détail. Donc, la préparation... On fait beaucoup d'appels avec les parents pour les rassurer et leur expliquer les prochaines étapes. Qu'est-ce qui est mieux? C'est justement de faire un don ou de servir de collatéral, tu dirais? Ça dépend. Est-ce que collatéral, c'est quand on signe? Oui, c'est ça. Ouais. Parce que si moi, en tant que parent, j'aimerais m'acheter un immeuble à revenu ou un chalet, ben c'est certain que cette dette-là vient accaparer ma capacité d'emprunt à moi. Ouais, donc, c'est important aussi qu'on pose la question, est-ce qu'il y a des projets à venir? Est-ce que vous pensez acheter une maison, un motorisé? Tu sais, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait qu'il faut bien avoir les discussions. Dépendant de la situation, on va recommander certaines choses ou certaines étapes. Le don, la collatérale, ou il y a même des gens qui vont sortir de leur placement pour pouvoir donner un héritage anticipé. Ça aussi, on va beaucoup le voir dernièrement. Ah oui, puis fiscalement, est-ce qu'il y a un impact? Le comptable va regarder en détail avec. Il y a des gens qui vont devoir retirer des REER à certains moments ou est-ce que stratégiquement, ça va être bon de le faire pour eux. Fait que c'est certain que le comptable ou le fiscaliste est toujours impliqué dans ces décisions-là pour pas qu'on ait des décisions négatives à la fin puis des belles surprises. Oui. Fait que là, tu vois ça de plus en plus, là, des parents, des proches. Des fois, est-ce qu'il y a des amis même qui prêtent en général? Est-ce que c'est les parents ou ça peut être une communauté plus élargie de ce que tu vois? Souvent, ça va être les parents. Membres de famille, parrains, marraines, tantes, où est-ce que les parents ne sont plus ici, puis là, l'oncle ou la tante, le parrain peut venir aider. Mais ça va vraiment rester dans le nid familial. Et il y a toujours la question émotionnelle de legs. Ces discussions-là sont très émotionnelles. Hein? C'est pas je te donne l'argent, bye. Vraiment, ils vont être impliqués dans la décision quand on fait la signature. Même si leur nom n'est pas sur l'hypothèque, ils veulent être impliqués, ils veulent venir au notaire, ils veulent comprendre ce qui se passe. Mais ils ont raison, c'est ça. Mais ça peut amener des situations délicates parfois. Un message qui vient d'entrer, quelqu'un dit « Je viens de construire une intergénération dans un quartier où de plus en plus de personnes font la même chose sur des terrains encore abordables. » Donc, il y a des terrains qui existent encore où on peut construire ces intergénérations-là. Ça change un peu le visage de la société aussi. Exact. Moi au-delà de l'économie, je vois ça d'un bon œil, là, qu'on soit proche de nos familles. Je trouve ça important quand même, là, que les grands-parents connaissent les petits-enfants puis qu'on soit ensemble en communauté. Ça renforce un peu le tissu social aussi quand même. Ça te permet d'avoir quelque chose de mieux aussi. Hey, Cathy Provost, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça fait plaisir. Cathy Provost est courtière hypothécaire chez Multiprêt. En conclusion, Yannick, très rapidement. Oui, bien, il y a quand même 60% des jeunes qui doivent se débrouiller par eux-mêmes. Il y a 40% qui sont chanceux. Nous ne sommes pas tous égaux face à la propriété. Exactement. Puis, tu sais, on parle, puis je vais conclure là-dessus, on parle beaucoup des premiers acheteurs, des enfants, ce qui va alléger le marché aussi. Il y a beaucoup de personnes âgées. Isabelle, tu peux parler tantôt, je pense, à des... Juste tout de suite après. Tout de suite après, tu sais, qui veulent libérer leur maison, mais tu sais, ils n'ont pas d'endroit où aller. Non. Ils n'ont pas de nouvelles constructions. Ces gens-là, des fois, vont rechercher un plein pied, pas de sol et tout ça. C'est pas construit. Quand on va arriver à libérer ces maisons-là de ces gens-là qui vont pouvoir aller en confort ailleurs, on va aussi alléger le marché. Donc, la solution, je crois, puis c'est pas juste moi qui pense à ça, évidemment, c'est ce qu'on voit partout en lien avec ça, c'est qu'il faut que ce soit un ensemble de solutions qui soient mises sur la table, l'accès à la propriété, mais aussi de construire davantage. Et ça va être un facteur, aider ces gens-là à quitter leur propriété dignement. À ce moment-là, on va être capable de construire pour libérer les maisons,
pour les futures générations qui vont être capables de les acheter puis avoir un peu plus d'offres. Voilà. Ben, merci beaucoup, Yannick. Toujours un plaisir, Isabelle. Je retourne dans le trafic. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup d'être venu. Puis tu nous tiens toujours au courant des nouvelles immobilières. Je rappelle que tu as un magnifique balado avec Mélanie. Rappelle-nous, c'est quand déjà? Oui, Sans vice caché, tous les samedis sur les ondes de Cube à 11h, le dimanche à 18h. On est disponible sur multiples plateformes, dont l'application Cube. Et Isabelle sera, je l'espère, une de nos invitées très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Puis on vous parlait tout à l'heure, je parlais un peu de proche aidance, puis du fait que beaucoup de Québécois, c'est plus de 21% des Québécois qui sont proches aidants de personnes de leur entourage. Là, ça peut être même sans être votre parent direct, ça peut être votre frère, votre soeur, même un ami. Un voisin. Un voisin, sincèrement, beaucoup, je pense que c'est même plus que 21%, sincèrement, tous ceux qui le disent pas. Mais d'un côté, on a les parents qui aident les enfants à accéder à la propriété, puis de l'autre côté, on a les enfants qui aident les parents à avoir une fin de vie digne. Exactement, et c'est notre prochain sujet. Restez là, tout le monde.